il y a ce genre de fan qui réfléchit vraiment de manière absurde. Je pense qu'ils sont débiles. Je pense qu'ils évacuent leur haine chez nous. Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont là à critiquer Manchester United sans se préoccuper de leur propre club, qui sont aussi dans le mal. Est-ce que c'est de la haine, c'est de la jalousie? Est-ce qu'ils profitent du moment pour faire le buzz? Je sais pas. Mais en tout cas, pardon, c'est quelque chose qui m'énerve, qui me dégoûte, ce genre de personne qui est pas capable de réfléchir. Et aussi, vous voyez, même dans notre fanbase, nous, il y a des cas particuliers. Encore une fois, c'est pas toutes les fans. Hein. Quand je vais dire, par exemple, les fans du Real, nanana, il y a des cas particuliers. Et je vais y revenir juste après. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons parler de ces fans. Ces cas particuliers de fans qui réfléchissent vraiment de manière absurde. Nous allons aussi revenir sur cette défaite qu'on a eue face à Chelsea hier soir. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir les gars. Ça soutient énormément la chaîne, ça aide la chaîne dans son référencement et ça me donne beaucoup de force et de courage. Et dans les moments difficiles comme celui-là, du courage, il faut en avoir. Sur ce l'équipe, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des cas exaspérants qui circulent sur les réseaux sociaux. Parce que je vais vous raconter un truc, les gars, ce qui s'est passé. C'est que je pars sur TikTok, sur mon compte officiel sur TikTok, et je commence à aller dans les news Manchester United pour voir un peu du contenu du club, mais aussi pour voir un peu s'il y a des nouvelles, par exemple des vidéos, ou même pour analyser l'avis des autres. Et je suis tombé sur un cas particulier. J'ai pas envie de dire le nom, mais je pense que certains d'entre vous vont direct savoir c'est qui la personne. Mais c'est un gars, c'est un fan du Real Madrid. Et du coup, il passe son temps en fait à observer, à regarder les matchs de Manchester United. Bah oui, parce que le Real Madrid, ils ont plus rien à gagner. Donc voilà, ils évacuent leur haine un peu sur nous, sur Tottenham. Donc à chaque fois, ils débutent. Ah, l'équipe de Tokar a encore frappé. Ah, ça fait mal, hein. Pour un fan de Manchester United, ça fait mal. Surtout venant d'un fan du Real Madrid. Parce que moi, je comprends pas hein, ce genre de personnes-là qui se mêlent des problèmes des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on ne voit pas les fans du PSG, par exemple, faire ce genre de choses? Pourquoi on ne voit pas les fans de l'Inter faire ce genre de choses? Ou les fans du Barça? Après, je dis pas que toutes les fans sont pareilles, hein. Encore une fois, loin de moi cette idée. Mais pourquoi c'est pas ces fans-là? Mais pourquoi c'est des fans des clubs comme Arsenal, Real Madrid, Lyon, des clubs qui n'ont plus rien à gagner, enfin qui n'ont même pas eu de trophée cette saison. Donc ils évacuent leur haine quelque part sur nous. Du coup, ce gars-là sur TikTok, qu'est-ce qu'il disait? Il était là en train de dire, cette équipe de tocards a encore frappé, Nani. Bref, je vous passe les détails, c'était vraiment haineux, c'était vraiment chiant, c'était vraiment... Voilà. Quelque part, oui, c'est la vérité. On est vraiment nuls cette saison. On le sait, nous les fans, on le sait. On le sait. Mais venant de quelqu'un, des fans du Real Madrid par exemple, un fan du Real Madrid. Et ce gars-là, c'est un créateur de contenu. Hein. Et je pense qu'il profite du moment présent pour faire le buzz. Mais, le gars, je vais te dire une chose. Au lieu de te préoccuper de Manchester United, préoccupe-toi pour ton club. C'est un conseil d'ami que je te donne. Préoccupe-toi pour ton club.
Réfléchis à comment le Real va faire pour battre le Barça. Parce que cette saison, le Barça vous a tapé, je ne sais pas combien de fois. Hein. Coupe du Roi, vous vous êtes fait taper. Les deux classicos, vous vous êtes fait taper. Et même s'il y a encore 2 ou 3 matchs à venir face au Barça, vous allez vous faire taper. Parce que cette génération du FC Barcelone-là, ils sont partis pour dominer la Liga. Donc, au lieu de vous mêler de quelque chose qui ne vous regarde pas, préoccupe-toi déjà de ton club. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est des fans du PSG, Inter de Milan ou de Barça qui disent ça, ok, mais pas des clubs qui n'ont même pas réussi à gratter la moindre trophée cette saison. Parce que ces fans-là du PSG, du Barça, du Inter, même si ils sont là en train de dire dans les commentaires, ah, ils sont vraiment cata Manchester cette année, hein. Force à eux. Après, il y a des cas particuliers. Mais eux, la saison, elle n'est pas finie. Il y a quelque chose pour nos clubs. Il y a quelque chose qu'on doit chercher. Pour l'Inter, il y a cette Ligue des Champions, cette Serie A à chercher. Pour le Barça, il y a cette Liga à chercher. Pour le PSG, il y a cette Ligue des Champions, cette Coupe de France, cette Ligue 1 à chercher. Donc, au lieu de se mêler des choses qui, en dehors de leur club, ils se concentrent sur ce qui est à venir. Parce qu'il y a des trucs à récupérer. Donc, tu as des clubs comme Arsenal, les fans de Arsenal, les fans de certains fans du Real, qu'ils n'ont plus rien à gagner, ils sont là en train d'observer, ils sont là en train de scruter les matchs de Manchester United. Ils sont déjà là. Comment on va critiquer ce club? Comment faire le buzz sur ce club? Les gars, remettez-vous en question, s'il vous plaît. Remettez-vous en question. Vous êtes censé être un fan d'un club. Et vous voyez très bien que vos clubs, ils n'ont rien fait cette saison. Donc, au lieu de chercher à vous moquer de nous, à nous insulter, réfléchissez. Comment le Real va faire pour battre le Barça dans les 10 ans à venir, par exemple. Voilà. Quelque part, je peux comprendre leur frustration, parce que si Manchester United remporte cette Europa League, même si on était cata, on a eu un trophée. Et pas n'importe laquelle, l'Europa League. Un trophée. 0. Donc voilà. C'était un petit parenthèse, les gars. Je voulais revenir dessus parce que c'est quelque chose qui est en train de me saouler. Donc, je précise encore une fois, c'est pas toutes les fans qui sont comme ça, mais il y a des cas particuliers sur les réseaux. Donc voilà. Il faut avoir les cœurs solides. Le cœur solide. Maintenant, l'autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est ces supporters lyonnais. Parce que ça chiale beaucoup dans les commentaires. Ça chiale. Oui, ça chiale. Ils sont là. Oh, franchement, on a beaucoup de regrets. Compte tenu de cette équipe de tocards qui sont nuls, là, on n'a même pas réussi à les battre. On s'est fait voler. Nani, ils ont payé l'arbitre, etc. Je sais pas déjà où est-ce qu'ils ont vu qu'ils se sont fait voler. Ils se sont fait violer, pas voler. Ok, les gars? Ok? Voilà. De 1. Et arrêtez de vous préoccuper de ce qui est déjà passé, les gars. Tournez la page. Je vais vous dire une chose. Il y a le vainqueur et il y a le vaincu. Peu importe comment vous voyez les choses, au final, Manchester United vous a battu et ils sont partis en demi-finale. Peu importe comment vous avez vu les choses. Donc arrêtez de chialer dessus. Tournez la page. C'est un petit conseil que je vous donne. Parce que là, ce que vous aurez dû faire, c'est de vous concentrer sur les championnats. Parce que c'est quand même votre biais pour aller en Europe l'année prochaine, pour jouer l'Europe l'année prochaine.
Et là, votre club n'est même pas sûr de jouer l'Europe l'année prochaine. Déjà, concentrez-vous. Et ça passe par peut-être vaincre Angers ce soir. Si vous allez réussir à les battre, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, arrêtez de chialer. Voilà les gars. Donc peu importe si on est nul au championnat, il y a une chose qui est vraie cette saison. Deux choses. C'est vrai qu'on est nul en championnat. Mais la deuxième, Manchester United reste la seule équipe invaincue en Europe. C'est pas la même équipe. Pourtant, c'est les mêmes joueurs. Mais c'est pas la même performance, prestation. C'est pas pareil. Manchester United, ils sont là pour abattre en Europe. Cette saison. Et les joueurs, ils sont motivés pour aller le chercher jusqu'au bout. Pour amener cette Europa League à la maison. Donc voilà. Maintenant, dernier point sur ce mini coup de gueule. Ça concerne nos fans à nous. Ça concerne nous, les supporters de Manchester United. Les gars, Manchester United va mal. Que ce soit sur le terrain, que ce soit par rapport à la direction. On voit qu'il y a une tension entre Ratcliffe, Glazers. Parce que les Glazers, ils sont pas contents des sorties médiatiques de Ratcliffe. À ce qui paraît, c'est les rumeurs qui circulent. Et maintenant, nous, les fans, on n'est pas soudés. Parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours des cas parmi les supporters. Il y a des supporters que je comprends pas. Que je me dis, ça sert à rien de débattre avec eux. Et notamment ça, là, ce genre de supporters-là, il y en a beaucoup sur Twitter. Ils voient des choses qu'on ne voit pas sur le terrain. Ils sont là déjà à critiquer, je vais revenir un par un, critiquer Ruben Amorim. C'est ça votre coach, Nani, Nana? Il doit dégager. On voit que Ruben Amorim, il est limité, etc. Quand vous avez eu Erik ten Hag, et ça c'était la majorité d'entre nous, vous étiez là, oui mais il fallait s'y tenir à ton principe de jeu. C'est ce que vous avez dit à Erik ten Hag. Et maintenant que Ruben Amorim il est là, un coach qui maintient son principe de jeu, sa philosophie, malgré les défaites, vous êtes là à dire oui mais c'est à toi de t'adapter. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Là on a un coach qui a sa philosophie et qui est buté, qui veut pas s'adapter. Il y croit dur comme fer que son idée, c'est la bonne. Pour ce qui est de ma part, c'était ça que je reprochais à Erik ten Hag. C'est le fait qu'il s'est adapté. Et c'est pour cela que je dis que Ruben Amorim, c'est le bon coach. Voilà de 1. De 2, Ruben Amorim, les gars, il est venu avant le mercato hivernal. On savait tous qu'on n'a pas les joueurs adaptés pour son style de jeu, etc. Dans ce cas-là, c'était le board qu'on devait critiquer, pas le coach. Parce qu'ils n'ont rien fait. C'est comme, encore une fois, je prends l'exemple du général. Tu veux venir à un général, tu lui dis, vas-y, mène ces troupes-là à la guerre pour affronter un autre général. Ok? Je vous donne des fusils. Ok? Sauf que l'autre général, l'adversaire, il a des grenades, des bombes nucléaires, etc. Tu penses vraiment qu'il va faire quelque chose? Vous pensez vraiment cela? Non, les gars. Qu'est-ce que j'entends par là comme il fallait donner les armes à Ruben Amorim? C'est qu'il fallait faire un bon recrutement au mercato hivernal. Quelque chose que Manchester United n'a pas fait, que le board n'a pas fait. On lui a juste amené 2 joueurs, Patrick Dorgu, Aiden Even. Pourtant, si vous avez vu ma vidéo Mercato de rêve, j'avais précisé 5 recrues minimum.
pour que Ruben Amorim puisse développer son jeu. Piston gauche, piston droit, numéro 9, un 8, et l'autre, je pense, c'était un 6. Minimum, il fallait amener ces joueurs-là. On a amené le piston gauche, très bien, mais c'est pas assez. La base du style de jeu de Ruben Amorim, les gars, ça se repose sur les pistons. Il faut des pistons qui sont capables d'apporter l'intensité, de dynamiser ces couloirs. Après, les deux milieux de terrain. C'est pas avec des bricoles qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc, soyez patient. Laissez-lui le mercato estival. Laissez-lui amener les joueurs qu'il a besoin, parce que Ineos a promis qu'ils allaient recruter. Là, selon les sources que j'ai eues, on parle là de potentiel 8 recrues côté Manchester United. On va y revenir juste après. Donc, avec 8 recrues, on pourrait changer 80% de l'effectif, voire un peu plus. Et là, on pourrait vraiment voir le fruit, le boulot de Ruben Amorim. Là, on peut le juger à la fin de la saison prochaine. Là, on peut juger Ruben Amorim. Pas maintenant. Et surtout, la situation actuelle, c'est pas de sa faute. Parce que les gars, 2 recrues, alors qu'il y avait le départ de Rashford, Anthony, Malacia, des départs qu'on n'a même pas remplacés. Et plus encore le départ de Sancho, déjà l'été dernier, qui n'était pas remplacé. Sachant que nous, à cette époque-là, à ce moment précis-là, on avait le FA Cup à jouer, la Première Ligue, l'Europa League. Et on n'avait même pas de bons remplaçants sur le banc. On n'avait que les jeunes. Ineos a dit que oui, si on avait pris ce genre de discussion, ce genre de décision, c'était pour mieux préparer le mercato estival. Moi, j'attends Ineos au tournant, pendant le mercato estival. Je les attends au tournant. Parce que oui, il va y encore avoir du ménage côté Manchester United, mais j'espère pour eux qu'ils vont remplacer les joueurs qu'ils ont fait partir. Donc pour moi, pas moins de 8 recrues côté Manchester United. Minimum. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Donc voilà les gars, maintenant on va revenir un peu à ce qui s'est passé. Vous voyez les gars, il y a des clubs qui ont déjà avancé leur mercato. Je parle là par exemple de Liverpool qui a confirmé la venue de Frimpong. Il y a le Real Madrid qui a confirmé celui de Widgen, le défenseur central de Bournemouth, l'Espagnol. Real Madrid qui a déjà confirmé la venue de Alexander Arnold. Il y a Arsenal qui a confirmé la venue de Zubimendi. Et puis il y a nous, Manchester United. Eh oui les amis, Manchester United. Sachant que on est naze cette année, même Matheus Cunha, on n'arrive pas à confirmer sa venue. On n'y arrive pas. Fabrizio Romano qui me dit c'est oui, Cunha a déjà donné son accord, mais là c'est en négociation avec Wolverhampton où ça bloque un peu. Mais vous voyez ce que je veux vous dire les gars ou pas? On est censé avancer nos pions, obtenir l'accord de Cunha pour passer à un autre accord, pour avoir les joueurs ultra tôt, parce qu'il y a du boulot dans cette équipe. Si on peut avoir tous nos joueurs au début du mercato, ça sera que bénéfique pour nous, parce que ces joueurs-là, ils peuvent partir en pré-saison avec le club, pour que Ruben Amorim puisse travailler. Il va avoir comme ça 2 mois pour travailler avec ces nouveaux joueurs et les joueurs disponibles, pour qu'il inculque la philosophie, le style de jeu, le système, sa vision du football. Maintenant, les dirigeants, ils attendent. Ils attendent. Bon, je sais pourquoi ils attendent. Ils attendent parce que ils veulent déjà voir si Manchester United va gagner
l'Europa League. Moi, je peux vous garantir. Une fois que on gagne cette Europa League mercredi, encore, c'est pas gagné, encore une fois, mais bon, une fois qu'on a les résultats face à Tottenham, à partir de jeudi, ils vont accélérer les dossiers. C'est ce que je pense. Mais on perd trop de temps. On perd trop de temps. On est nul cette saison, les gars. Il nous faut des recrues. Pourtant, des clubs comme Liverpool qui sont champions, ils ont confirmé ultra tôt le venu de Frimpong, qui était d'ailleurs un des pistes côté Manchester United. Là, on s'est fait encore doubler dans le dossier. Le cas Kwanda, ça n'a pas suffi au board. Il fallait aussi le cas Frimpong. Ah oui, bravo, bravo. Bande de tocards. Sérieusement, cette direction, elle est en train de m'énerver. Ça m'énerve. La direction, ça m'énerve. Bon, le point positif, c'est que Manchester United cible 8 arrivées environ, 8 transferts, 8 recrues. Donc, parmi ces 8 recrues-là, on entend le nom de Benjamin Sesto, de Xavi Simons avec le Leipzig. Parce que, pour rappel, Xavi Simons, là, il veut quitter Leipzig parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Donc, ça sert à rien d'espérer de l'avoir si jamais on bat pas Tottenham. Déjà de 1. Mais l'intérêt de Manchester United pour Xavi Simons, elle est bien réelle. Il y a aussi Liam Delap qui est dans les tuyaux. Il y a toujours Osimhen, mais je pense que Osimhen c'est un peu mort. Et il y a aussi Eberiché Eze. Eze les amis. Très très bon joueur. Lui c'est vraiment un joueur. C'est le cauchemar des défenseurs. C'est le cauchemar des défenseurs. Parce qu'il est capable de te délivrer des caviars. Il a un très bon vision de jeu. Et voilà. Et l'intérêt de Manchester United pour ce joueur-là, ça date depuis longtemps. Mais encore une fois, pourquoi c'est seulement maintenant que ça devient vraiment sérieux? Et pour rappel aussi, Eze a tué Manchester City en finale de FA Cup. Ça fait toujours plaisir. Voilà encore un autre club de tocards qui n'a pas de trophée cette saison. Bref, petite parenthèse. Donc voilà. Il faut au minimum 8 recrues côté Manchester United pour changer les choses, pour faire tourner la roue. Et je pense qu'avec 8 recrues, si vraiment on arrive à faire les bons coups, ça pourrait être que bénéfique. Maintenant, pour le poste de numéro 9, je pense qu'on tient notre numéro 9 pour l'année prochaine. Je pense que ça sera Liam Delap. Pourquoi? Parce que Ipswich est officiellement relégué. Donc du coup, sa clause libératoire, elle est activée, qui est à peu près 30 millions de livres. Et Manchester United est toujours intéressé par le joueur. Wilcox, c'est un fan du joueur. Donc pour moi, il y a 95% de chances que Liam Delap sera notre numéro 9 l'année prochaine. Maintenant, pour les 7 autres, il y a débat. Il y a Cunha, évidemment. Je pense que Cunha, on va l'avoir. Donc le numéro 10, on va le tenir. Le numéro 9, on le tient. Maintenant, concernant le numéro 8, selon les sources, c'est Ederson qui mène la course. Mais encore une fois, Atalanta demande beaucoup. Manchester United est prêt à formuler une offre de 50 millions. Atalanta demande plutôt 60. Donc voilà. Sinon, il y a aussi le plan B de Manchester United dans ce milieu de terrain qui s'appelle Carlos Baleba de Brighton, le petit jeune Camerounais de 21 ans, il me semble, qui est vraiment très très bon. Mais pareil, ça va coûter un sacré pognon. Parce que Baleba, selon les sources, c'est 80 millions, les gars. Donc voilà. Donc concernant le piston droit, c'était Frimpong c'était le nom qui revenait assez souvent. Donc là, je pense qu'on va basculer sur Roger Fernandez, parce que l'intérêt pour Roger Fernandez est bel et bien présent. Et après, voilà. Je pense qu'ils vont aussi acheter un défenseur central pour remplacer le départ de Lindelof. Donc, à voir.
Et d'ailleurs aussi en parlant de piston droit, il y a un autre nom qui revient, du coup c'est Callum Hudson-Odoi, l'ancien joueur de Chelsea. Donc Manchester United garde un œil sur le joueur. Donc ça sera soit lui, soit Roger Fernandez. Après, je vois pas d'autres noms, d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Surtout dans le checklist de Manchester United, parce que dans le checklist, il y avait quand même Hudson-Odoi, qui a été ajouté récemment. Il y avait Frimpong et il y avait Roger Fernandez. Maintenant que Frimpong il est plus là, donc c'est forcément un des deux. Après, à voir s'il y a peut-être un autre, s'ils sont peut-être en train d'observer d'autres potentiels recrues alternatives, mais voilà. Et maintenant, l'autre rumeur qui est sortie, en cas de départ de Bruno Fernandes, Manchester United penserait à Sandro Tonali. Moi déjà à l'époque, je me rappelle, quand le joueur il était encore au AC Milan, j'étais là, Tonali, il faut aller le chercher parce que c'est un très très bon joueur. Donc oui, pourquoi pas l'avoir en tant que alternative, mais est-ce que Newcastle va accepter? Ça va être dur. Mais après aussi, j'ai vu aussi un autre rumeur qui disait soit c'est Tonali, soit Guilmares. Donc voilà, à voir. Voilà. Tout ce qui est de news, maintenant on va un peu parler, revenir sur ce match face à Chelsea. D'abord, je vais revenir sur les propos de Roy Keane par rapport à Rasmus Højlund. Rasmus Højlund ressemblait à un jeune sorti de l'académie aujourd'hui. Quand je vous ai dit que Rasmus Højlund il n'a pas gagné la moindre duel face aux deux défenseurs centrales de Chelsea. Rasmus Højlund était un plot au jeu hier face à Chelsea. C'est pas avec ce genre de numéro 9 qu'on va faire quelque chose. C'est pour cela que j'en ai marre que le club veut miser sur un jeune talent sur le poste de numéro 9. Là, je pense qu'il faut amener un joueur confirmé comme Osimhen, comme Gyökeres. Mais pas encore miser sur un petit jeune, Delap, Samo, même si j'aime bien. Hein. Mais voilà. Mais après, encore une fois, s'il vient, on va les souhaiter la bienvenue. Hein. Et j'espère qu'ils sont là pour me faire taire. Si Delap vient, il signe, j'espère qu'il est là pour me faire taire. Mais voilà, encore une fois, moi j'étais chaud pour avoir un attaquant expérimenté de classe mondiale, du style Osimhen, et surtout comme ça nos petits jeunes peuvent apprendre de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Même Rasmus Højlund, il peut apprendre de Osimhen. Mais amener un gars qui a à peu près le même âge qu'un Rasmus Højlund, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Donc, maintenant, on va revenir sur les propos de Ruben Amorim dans ses conférences de presse d'après-match. Donc, il nous dit d'abord que on va faire tout pour gagner la finale. Je le sens dans l'équipe, nous serons prêts. C'est vrai, et d'ailleurs, j'ai souligné ça hier lors de ma vidéo, c'est que il y a les points négatifs, évidemment, mais il y a aussi des points positifs à souligner dans le match, notamment cette 20 premières minutes. Et je pense que Ruben Amorim, il doit utiliser cela pour justement améliorer, pour être prêt pour la finale. Et encore une fois, un autre facteur à prendre en compte, c'est que en Ligue Europa, Manchester United, c'est clairement une autre équipe. Il propose autre chose. Et surtout aussi, je pense que les joueurs, ils tiennent à cœur justement de remporter cette finale-là pour se faire un peu pardonner. De l'autre côté, évidemment, Tottenham ici, c'est dans le même principe. Mais je vois un Tottenham beaucoup diminué avec les blessures de Maddison. Et surtout, il y a aussi une potentielle blessure de Pape Matar Sarr, parce qu'il est sorti hier soir, il est direct rentré dans les vestiaires. Donc, à confirmer. Voilà. Maintenant, il continue. Je n'aime pas les cartons, mais j'ai aimé notre agressivité. Il y avait de la frustration de perdre le match et c'est une bonne chose. C'est vrai, et surtout si on revient dans les 20 premières minutes, il y avait beaucoup d'agressivité. Et je maintiens mes propos, si jamais, par exemple, Bruno Fernandes il était toujours là hier soir, peut-être qu'on aurait pu aller chercher le match nul. Mais Ruben Amorim a préféré faire la rotation justement pour le préserver et c'était aussi sa manière à lui de se préparer pour cette finale. Donc, il continue. Casemiro, Mount et Luke Shaw sont sortis pour les protéger de la finale.
Et c'est déjà un indice que ces trois joueurs-là, ils vont peut-être être titulaires lors de la finale. Mais surtout, Ruben Amorim aussi, il a ajouté que il connaît déjà les 11 joueurs qu'il va titulariser lors de cette finale justement. Donc, pour moi, les 11, comme il l'a dit, Shaw, Maguire, Mazraoui en défense, je pense qu'il va partir avec cela, même s'il y a retour de Hayden Even, potentiel retour de Luke Shaw aussi, il y a de Euro et de Ligt, je pense qu'il va partir avec ces trois-là. Piston gauche, évidemment Dorgu, ça change pas. Milieu de terrain, je pense qu'il va mettre un Casemiro et Bruno Fernandes. Je pense qu'il va partir avec cela. Piston droit, même s'il va y avoir un retour de Diogo Dalot, je pense qu'il va partir sur un Hamad en tant que piston droit. Ok les gars, je vous l'accorde, moi non plus j'aime pas voir un Hamad Diallo jouer en tant que piston, mais là on n'a pas vraiment le choix. Donc je pense qu'il va partir avec cela. Et surtout aussi un Hamad en piston, on a vu à plusieurs reprises cette saison, lors des matchs face à Tottenham par exemple. Après, plus haut, je pense qu'il va partir avec un Mount Garnacho. Et en 9, ce sera Rasmus Højlund, évidemment. Après, j'espère qu'il va y avoir le retour de Zirkzee. Ça sera quand même bien d'avoir justement un Zirkzee rentré en cours de match. Donc voilà. Donc il est revenu sur la forme actuelle. Nous en sommes pleinement conscients. Rien ne va changer cette saison. Il faut essayer de gagner un trophée et préparer la saison prochaine. J'aime beaucoup cette réponse-là parce que il est conscient évidemment que Manchester United fait de la M en championnat, mais pourtant, pour autant, rien ne va changer. C'est surtout, il faut gagner cette finale-là, peu importe le moyen, il faut la gagner cette finale-là pour les fans justement, et surtout avoir un bon mercato et faire un très très bon prépa d'avant-saison pour mieux préparer l'équipe, pour mieux les encadrer, etc. Pour mieux débuter l'année prochaine. Donc, il enchaîne. C'était un très bon match pour préparer la finale. Ce serait une erreur d'enlever certains joueurs et de passer 10 jours sans jouer. C'était une bonne chose pour eux de jouer. Et je suis tout à fait d'accord avec cela parce que vu qu'ils ont joué, parce que je pense qu'il va partir avec exactement les mêmes joueurs, vu qu'ils ont joué, Ruben Amorim a ciblé les faiblesses. Donc il pourrait le corriger en 5 jours. Donc évidemment, vaut mieux qu'il joue. Vaut mieux qu'il joue. Parce qu'il y a des gens qui se disent oui, mais il aurait pu faire de la rotation. Imaginez s'il y a eu des blessures, etc. S'il y avait eu des blessures, c'était manque de bol. Mais il fallait absolument qu'il joue parce que la finale, c'est pas dans 3 jours, c'est dans 5 jours. Donc voilà. Donc voilà l'équipe, j'ai fait au final tout le tour de ce que j'avais à dire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao ciao.